Bon début de semaine, merci d'être avec nous jusqu'à 14 heures. Aujourd'hui, nous allons recevoir beaucoup de gens, puisque dans un instant, nous aurons Alain Sorez, le président du Cross Guadeloupe, puisque les Jeux de la Guadeloupe, c'est cette semaine, ça va débuter. Ensuite, nous aurons le directeur des archives, M. Benoît Julien, qui est déjà avec nous, directeur des archives, avec lui on va parler d'un Guadeloupéen qui a pendant plus de 30 ans, plus de 40 ans même, conservé la Guadeloupe en image, Adolphe Catan, bastérien. Et donc, c'est ce regard guadeloupéen que nous aurons comme exposition à partir de demain. Ensuite, nous allons recevoir Chantal Loyal. Elle est chorégraphe et aussi responsable de la compagnie Dificaco. Elle vient régulièrement en Guadeloupe faire ses présentations. Audi René sera avec nous. Et puis, on va terminer avec Samuel Demain, Jean-Luc Divial et Iman Sioudan. Beaucoup d'invités, comme d'habitude, dans le ZCL News. Sinon, l'actualité... c'est ce drame qui a eu lieu, c'était hier, vous le savez, à la course, la compétition de MG Race et la disparition, le décès d'Éric Francis, quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas encore pu comprendre, mais enfin bon, ce sont des choses qui arrivent. Pourtant, c'est un jeune compétiteur qui avait l'habitude de fréquenter la mer de la Guadeloupe. Balade en voile sur le plan d'eau, on ne va pas quitter la mer, l'eau, c'est au Lamentin avec Olivier Moradel. La fête des seniors, c'était à Bémao. La ville a voulu célébrer, fêter ces personnes âgées, ce qu'on appelle les seniors, il ne faut plus dire les vieux. Et puis le centre social de Petit Pérou, on y a fait un petit tour avec Vianney Vallière. Voilà un petit peu l'actualité. Comme chaque jour, bien sûr, Parole à Pays là, qu'à descendre en mer. Pour les gens qui ne comprennent pas le créole, nous avons traduit, ce qui doit arriver arrivera. Toute rivière qui descend en mer, toute rivière qui descend en mer, c'est une parole qui est souvent dite en Guadeloupe, et qui descend en mer, c'est-à-dire ce qui doit arriver. C'était tiré, comme toujours, de l'ouvrage de M. Benzo et aussi de notre sa consoeur Marie-Noël Rocoq. On va commencer par l'actualité, revenir sur ce drame de la mer. C'était une course habituelle de jet ski organisée par M. Poulain, depuis plus d'une vingtaine d'années. Malheureusement, cette fois-ci, pour la première fois, il y a eu un drame. On revient un petit peu sur cette course en direct de Marie-Galante. On regarde les images. Je dirais que pour moi, c'est une tragédie. Et j'adresse mes condoléances à la famille d'Éric, à sa belle famille aussi. Alors pourquoi je dis que c'est une tragédie? Parce que bien sûr il y a eu mort d'homme, mais en plus Éric, on était très proches dans la mesure où lui, il aimait beaucoup la Guadeloupe. Il en est à sa 5e participation, il aimait les courses en Guadeloupe. Et quand on lui a dit, il y a un mois et demi, ben écoute, tu viens à la Guadeloupe, il a dit oui, je viens. D'autant plus que c'est là qu'il a rencontré sa femme, en Guadeloupe, lors d'une compétition à la Carojet. Et maintenant, ils ont un enfant et sa femme est sur le point d'accoucher. Alors pour nous, c'est très difficile parce que quand il y a quelqu'un qui chaque année vient et dit « Next year, I come back, ça devient presque des amis, quoi. Alors, le dernier point GPS qu'on a eu de lui, ça a dû se passer aux alentours de 14h, 14h15, 14h20. Il avait déjà fait pratiquement tout le parcours parce que on a des photos de lui à la bouée des Saintes, où il passe en 3e position. Et bizarrement, il a pris un mauvais cap. Alors, au lieu de revenir sur Saint-Louis, il a pris la direction de Grandbourg. Et c'est un petit peu au large de Grandbourg qu'on l'a retrouvé. What happened? We had water in the hull on the start, so we came out last. Alors ils ont pris de l'eau, donc ils sont finis en dernier. And then after the boat cleared up, we just set a pace and just started picking people off one at a time. And it looks like we're in second, so I'm very happy. Alors il a réussi à écoper, à faire sortir l'eau et à repartir, donc il est très content. I mean, it's my first time in Guadeloupe or, over here to ever get a podium, so I'm really... C'est sa première fois en Guadeloupe pour espérer avoir un podium. So we really want it. We're going to push hard for it. Donc il va tout donner pour y être. C'est compliqué, mais ce matin, j'ai rencontré la gendarmerie. Je pense qu'il y aura une autopsie. Peut-être qu'on va s'orienter, mais enfin, il faudrait qu'on attende mercredi lors de l'autopsie. Mais bon, tout pense à croire qu'il aurait eu peut-être un malaise, un AVC ou bien un problème cardiovasculaire. Mais enfin bon, on en saura plus, je ne veux pas m'avancer.
On attendra donc l'autopsie pour savoir davantage. On peut rappeler simplement que Eric Francis, on l'a vu tout à l'heure, il était 1 heure avant, il était bien, mais enfin, la mort n'avertit jamais. Bien, on va parler de choses un peu passées aussi. Ce sont les archives départementales de la Guadeloupe qui possèdent une mine, on peut dire, d'informations. Bonjour, Monsieur Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quand vous débarquez aux archives, voyez un peu ce qu'il y a. Quel est votre sentiment premier ? Le sentiment, effectivement, premier que l'on peut avoir, c'est d'abord la masse des documents qui sont conservés et qui sont conservés depuis longtemps et qui continuent d'être conservés et que l'on augmente. Ce sont des collections qui ne sont pas des collections finies. Et chaque année, nous faisons entrer des documents supplémentaires. Et la collection Adolphe Catan est un de ces exemples. C'est une collection qui est entrée récemment dans les collections publiques des archives départementales. Donc déjà, cette idée de masse. Ensuite, cette idée de richesse et de variété. C'est-à-dire, vous êtes historien, vous avez besoin de sources, vous venez aux archives pour faire votre travail. Vous êtes généalogiste, vous avez besoin d'en savoir davantage sur votre famille, vous venez aux archives. Vous avez besoin de trouver une origine de propriété pour un terrain, vous venez aux archives. Donc en fait, vous venez pour trouver énormément d'informations différentes et vous venez aux archives départementales pour des raisons différentes. Et c'est ça qui fait la richesse et la diversité de ces archives. Alors, il y a quelques années, la question se posait déjà, et j'imagine que vous avez la réponse. Est-ce que tout est numérisé aujourd'hui ? Alors, tout ne peut pas être numérisé tout simplement parce qu'il y a trop de documents. Mais ce sont des opérations de numérisation qui ont été entreprises déjà depuis plusieurs années et qui aboutissent, qui se manifestent tout à fait concrètement dans la réalisation de ce que l'on appelle des sites internet d'archives. Et donc, les archives départementales de la Guadeloupe ont un site internet depuis 2015 et ce site internet a été complètement renouvelé tout à fait récemment et c'est donc un nouveau site internet qui a été ouvert au mois d'avril 2022. Et là, vous avez des centaines de milliers de pages d'archives qui ont été numérisées. Alors bien sûr, ça n'est pas toutes les archives, mais c'est une partie quand même à la fois significative et à la fois symbolique. On a numérisé, par exemple, les registres de l'état civil. Tout simplement parce on remonte jusqu'à quelle époque ? Et on remonte jusqu'au XVIIIe siècle et même jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Tout dépend un petit peu des documents qui ont été conservés. Mais vous allez avoir des documents numérisés qui ont une forte valeur symbolique. Ces registres d'état civil et notamment les registres qu'on appelle les registres des nouveaux livres. Ces registres qui ont été tenus au moment de l'abolition de l'esclavage en 1948, par exemple. Et donc on a environ 1 million d'images qui sont désormais accessibles en ligne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, il ne suffit pas de numériser des documents. Il faut aussi, à côté, réaliser des opérations techniques de traitement, réaliser ce que l'on appelle l'indexation, concevoir une base de données qui va vous permettre à vous, de chez vous, dans votre maison, dans votre salon, de retrouver virtuellement et par Internet le document que vous cherchez. En gros, ce n'est pas 1 million d'images en vrac. Oui, bien sûr. Alors, vendredi dernier, il y avait à la Cité des Métiers la projection d'un film qui date de 1928, d'avant le cyclone. Oui. Et M. Roubillard, qui est un chercheur en matière de cinéma, disait qu'il avait fait appel aux archives pour savoir s'il y avait des vidéos, des films, etc. Est-ce que vous en avez aux archives ? Alors, effectivement... En dehors des photos. Les photos, c'est du statique, mais les images animées. Les archives, c'est très polymorphe, c'est-à-dire en fait que ça recouvre des réalités très différentes. On peut avoir des documents papier, il y en a beaucoup, on a des documents photographiques, mais également, les archives, ça peut être des documents filmiques, des films ou des vidéos. Il se trouve que l'on en a, il se trouve que l'on n'en a pas beaucoup, tout simplement parce que... Alors, on n'en a pas beaucoup, c'est plus exactement sur ces anciennes périodes. Mais il va sans dire que la production a tellement explosé de films que désormais, on en reçoit davantage, bien évidemment. Mais vous savez, à tel point que, alors non pas à la Guadeloupe à proprement parler encore, mais il y a des institutions qui sont spécialisées
dans la collecte des archives filmiques. Tout à fait, les cinémathèques, ou l'INA par exemple. Oui. Exactement, Oui. exactement. Et le département de la Guadeloupe a avec l'INA un partenariat qui fait que un certain nombre de ressources de l'INA sont accessibles dans notre salle de lecture par le biais d'appareils d'ordinateurs. Alors, venons à cette exposition Adolphe Catan, au regard guadeloupéen. Combien d'images seront diffusées au cours de cette expo qui s'ouvre demain? Une exposition, ça n'est que le reflet de l'œuvre. L'œuvre de Catan, elle est particulièrement importante puisqu'il y a plus de 20 000 plaques de verre ou négatives. Alors, on ne pouvait naturellement pas tout montrer. Oui. Donc, on a fait le choix de 100 clichés qui nous paraissent à nous, organisateurs de l'exposition, à la fois caractéristiques, symptomatiques, symboliques de l'œuvre de Catan. Oui. Et on s'est attaché, parce que ça nous paraissait d'un point de vue historique intéressant, on s'est attaché au regard que Catan a porté sur son île et sur son évolution en termes de reporter d'actualité. Oui. Quelles sont les évolutions qu'il a saisies, quelles sont les manifestations auxquelles il a assisté et qu'il a gardé dans son appareil photo. Oui. Et donc, c'est pour ça que vous allez avoir, vous parliez de septembre 1928, il a été un des premiers photographes présents à Pointe-à-Pitre, où il avait un atelier, présent après le fameux cyclone de septembre 1928, et on a de très belles photos de lui. Oui. Mais il était présent 50 ans plus tard quand la soufrière menaçait d'exploser. Oui. Et donc, on s'est aussi attaché à montrer des événements aussi importants symboliquement que les visites du général de Gaulle, par exemple, oui. Et notamment la première visite de Charles de Gaulle à la Guadeloupe au mois d'août 1956, avec cette caractéristique particulière, c'est qu'il n'était pas encore chef de l'État. Ah oui, c'est vrai. En 1956, mais qu'il est reçu comme un chef d'État, il faut bien l'avouer. Oui, il faut bien l'avouer, mais ce qui est intéressant, c'est les angles que recherche Catan. Catan, c'est un reporter, mais il va choisir bien sûr la meilleure approche pour saisir la photo qui va davantage marquer les gens. Et donc, c'est vrai que pour cette première visite du général de Gaulle, on a beaucoup de clichés tout à fait réussis. Mais alors, cette exposition va-t-elle en cacher d'autres ? Je veux dire, vu vous m'avez dit qu'il y a 20 000 clichés, donc, et là, vous montez à peu près quelques-unes de ces images. Est-ce qu'il y aura d'autres expositions ? Bien évidemment. L'idée, vous savez, ce fonds a été donné au département de la Guadeloupe par la famille, par les descendants, et par Adi Catan notamment, que l'on ne remerciera jamais assez, effectivement, de ce geste. Et donc, bien évidemment, le département, par l'entremise de ces archives départementales, a pour objectif d'exploiter ce fonds, à la fois de le communiquer, de le rendre accessible, de le valoriser et pour cela de le traiter. Mais il va sans dire que d'autres thématiques sont tout à fait possibles et donneront lieu à d'autres expositions, et notamment ce qui fait que Adolphe Catan est très connu de tous les Guadeloupéens, en tout cas de tous les Bastériens, c'est qu'il était le photographe des familles. Absolument. Il était celui des naissances, des baptêmes, des confirmations, des mariages. Et donc, bien évidemment, là, il y a une ressource, une richesse absolument considérable pour nous à prendre en compte. Mais ça nécessite, exactement comme pour les photos actuellement, un gros travail de recherche, d'identification, de localisation. Adi Catan, son frère Marcel nous aident beaucoup, mais c'est vrai que ce sont des photos qui n'étaient pas légendées. Tout à fait, oui. Une dernière chose, alors, bien sûr. En ce qui concerne les archives dont on ne parle pas suffisamment, il y aura d'autres choses prévues dans les temps qui viennent, depuis que vous êtes là ? Bien évidemment. Alors, les archives, c'est à la fois un service administratif. Bien nous sûr. Répondons aux besoins et de l'administration et des publics. Et je peux vous dire que quand les gens trouvent l'origine de propriété de leur terrain, ils sont quand même plutôt contents parce que ça a des implications très concrètes. Au-delà de ça, bien évidemment, notre action, c'est de travailler sur les fonds d'archives, de rédiger ce que l'on appelle des instruments de recherche, des répertoires, et ensuite de favoriser l'utilisation de ces documents par les chercheurs, les étudiants
les étudiants et aussi les élèves à travers le service éducatif que nous avons conjointement avec le rectorat de la Guadeloupe. Et ça, ce sont des éléments importants. Alors, concrètement parlant, bien évidemment, ça veut dire par exemple qu'à la rentrée, nous allons proposer pour la visite Catan, des visites pédagogiques aux élèves, aux classes. Et puis, bien évidemment, tout ce que nous faisons sur Catan, nous allons le retrouver sur notre site internet, des visites virtuelles. Ce qu'il y a de phénoménal quand même avec ces sites internet d'archives, c'est que vous êtes, j'allais dire au Canada, il est 3 heures du matin ici à la Guadeloupe, et vous au Canada, vous pouvez avoir accès aux images concernant Adolphe Catan, sans tenir compte des horaires d'ouverture, de la salle de lecture et de ses contraintes. C'est phénoménal. Une dernière chose, M. Julien. Est-ce que les archives de Guadeloupe, Martinique, Guyane sont en lien? Je veux dire, est-ce que, comme vous dites, je fais une recherche en tant que journaliste sur un journal sportif ou autre qui a disparu en Guadeloupe, qui existait en Martinique, je peux, avec mon clavier, retrouver ça? Comment ça se passe? Alors, il y a une particularité des archives, c'est que les services d'archives en France forment ce que l'on appelle un réseau, et un réseau territorial de l'ensemble des archives départementales. Alors nous sommes guidés, mus par les mêmes objectifs, et nous sommes encadrés par le même, on va dire, par les mêmes textes réglementaires et les mêmes pratiques professionnelles. C'est-à-dire que quand vous allez à la Martinique, vous allez trouver des instruments de recherche, une méthode de travail qui est la même que la nôtre. Alors, au-delà de ça, qui est vraiment l'encadrement absolument nécessaire, on peut tout à fait lier des partenariats d'un service d'archives à un autre, se renvoyer des informations. Alors, il va sans dire que, en ce qui concerne, par exemple, Catan, a pris probablement quelques photos à la Martinique. Sans doute. À la Martinique, et ce sont des photos que l'on va pouvoir envoyer, proposer à la Martinique au début de la Seconde Guerre mondiale, quand des avions de guerre sont débarqués du porte-avions, le Béarn, qui est le seul porte-avions français de cette époque et qui mouille dans la rade de Fort-de-France. Il y a des photos qui, à mon avis, ont été prises là, exactement, au mois de, mai 1940. Écoutez, on prend un rendez-vous donc demain à partir de quelle heure? Alors, l'exposition est inaugurée demain soir à partir de 18h30. Elle est ouverte au public le lendemain à partir du mercredi 29, pardon. Jusqu'au 10 novembre. Et jusqu'au 10 novembre, ce qui laisse quand même une marge pour venir, et vraiment n'hésitez pas, parce que je crois que Adolphe Catan parle au cœur de beaucoup de Guadeloupéens, et c'était vraiment une personnalité attachante. C'est une œuvre à la fois documentaire mais aussi artistique qui mérite d'être vue. Bien, je vous remercie d'être venu. Et puis nos téléspectateurs auprès de nous, on va parler un peu de sport puisque le président du CrossGua est arrivé. Je vais parler de Alain Sevrez. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Je n'ai pas posé la question sur le regard sportif d'Adolphe Catan, mais j'imagine qu'il doit avoir aussi des images sportives un jour ou l'autre. On va les sortir peut-être. On en voit quelques-unes dans l'exposition. Ah oui, des sports, des cyclistes. Oui, des cyclistes. Il a beaucoup suivi les cyclistes, donc on en voit déjà quelques-unes, mais pas seulement, mais aussi des matchs de foot, par exemple. D'accord. Alors, Alain Sevrez, merci. Alors, ces Jeux de la Guadeloupe, ça a été compliqué à mettre en place? Les Jeux de la Caraïbe. Pardon? Les Jeux de la Caraïbe. Les Jeux de la Caraïbe, quel lapsus. Les Jeux de la Guadeloupe, les Jeux de la Caraïbe, effectivement. Ça a été compliqué à mettre en œuvre. Parce qu'au moment, je me souviens vous avoir entendu dire, oh là là, je crois que c'est Bimaro qui avait lâché un petit peu l'affaire, et à l'époque, ça paraissait compliqué. Ça paraissait compliqué. Je ne dirais pas que le ciel nous tombe sous la tête, non, mais c'est le propre de chaque compétition, et les dernières heures, les dernières minutes sont encore plus compliquées avec... Surtout pour la Caraïbe, on connaît les problèmes de transport aérien. Oui. Donc, comme il y a des connexions, il ne faut surtout pas rater son vol ou bien être en retard. Donc, petit à petit, en ce moment, nous sommes en train de gérer les arrivées des équipes, des personnalités, petit à petit, demain, après-demain. Oui. Et aussi finaliser notamment la cérémonie d'ouverture, peut-être nous adapter par rapport à quelques gouttes de pluie pour être optimiste. Oui. Mais voilà, c'est la fête, c'est le sport, on a l'habitude de s'adapter. Même en Guadeloupe, on a connu
je crois, le tour cycliste avec la Soufrière. Et on Oui, a c'est connu vrai, des cyclones. 76. Oui. Donc voilà, je veux dire, Guadeloupéenne, non, il faut vivre, il faut faire comme tout le monde. Hein. On joue parfois quand il y a de la neige. Voilà, il ne faut pas faire véhiculer cette peur. Non, au contraire, il faut faire la fête et, si possible, améliorer les choses chaque heure. Oui. Notamment pour accueillir nos Combien invités. d'athlètes sont attendus? Alors aujourd'hui, il y a à peu près 700 athlètes officiellement. même. Il y a eu quelques, bien sûr, c'est le propre de toute compétition sportive. Quelques défections? Quelques défections, des Dernière blessures, minute, oui. etc. Notamment, nous avons malheureusement une pensée pour l'équipe de Saint-Martin de futsal, Oui. qui a eu trop de blessés, parce que parfois ceux qui jouent au futsal jouent aussi le football normal. Donc voilà. Mais sinon, tout le monde est prêt et il va y avoir déjà des défis annoncés au judo, je crois. Oui. Il y a aussi des défis annoncés, bien sûr, en athlétisme comme d'habitude, mais au futsal aussi. Il y a des défis entre Trinidad et la Guadeloupe. Voilà, ça commence à se chambrer. Oui. Et Il y a une manifestation de cette ampleur. Quel est le temps fort ou les temps forts? Alors, le temps fort, c'est un principe, et je le dis à tous les Guadeloupéens qui n'ont pas, ce n'est pas pour faire de la pub. Les entrées, ce n'est que 5 €. Oui. Toutes les compétitions, il y a 50% de gratuité, 50% à 5 €. Donc, et je le dis, c'est pas la peine de m'appeler pour me demander des places VIP. On a décidé que ça sera une fête populaire. Oui. Il n'y aura pas de place VIP. Accessible à tous. Il n'y a que des places pour les officiels, qui ne sont pas des VIP d'ailleurs. Ce sont des sportifs, ce sont des Caribéens qui aiment faire la fête. Oui. Donc voilà, donc l'idée c'est d'avoir le maximum de personnes sur chaque site. Par exemple, le netball à Loire-Flessel, c'est entièrement gratuit. Oui. C'est de 8 h du matin jusqu'à 22 h. Et là, ça sera chaudement caribéen. Oui, ce sera où le netball? Loire-Flessel à Petit-Bourg. D'accord. Donc, le futsal, c'est en fin de journée à partir de 18 h au Gosier. Oui. Là, il y a la Guadeloupe, la Martinique, il y a Trinidad qui nous lance un défi, il faut le relever. Donc, il faut être derrière ce qu'on appelle les Guada Boys du futsal. Il faut que les Guadeloupéens, 3000 personnes au Palais des Sports du Gosier. Et même s'il pleut, vous venez au Palais des Sports du Gosier, au contraire, vous serez à l'abri. Oui. Donc voilà, il faut y aller. Donc les temps forts, une surprise mondiale à l'ouverture. Laquelle? Une surprise mondiale à l'ouverture qui on va l'a dit pas donner avant. au Jeu de la Caraïbe toute sa dimension. Oui. Et ça sera exceptionnel pour la Guadeloupe et même pour la France. D'accord. Et ensuite, le pari que tout le monde est en train de faire, le moment historique, ça sera quelle sera la première médaille d'or des premiers Jeux de la Caraïbe. Oui. Et là, il y a Inch'Allah. On a une On idée, sait on a déjà une que ça idée, sera en natation. Le président a une idée de cette Ça sera déjà en natation et apparemment tous les pays sont en train de se préparer pour savoir quelle sera, parce que ça sera historique. Alors, comment s'organise l'ouverture des Jeux officiellement? Alors l'ouverture des Jeux, donc la cérémonie, tout ce qui est artistique, nous avons décidé de confier ça à Jack, qui est un habillé que tout le monde connaît, qui fait pas mal de très belles prestations dans ce domaine-là. Il va falloir allier donc 1h30 à 1h45 de cérémonie, peut-être 2 heures, pas plus. Ça débute à quelle heure? À 19 h mercredi. 19 heures, oui. Donc voilà, avec un protocole très structuré, avec des discours, des personnalités olympiques présentes. Discours ensuite des autorités gouvernementales locales. Et voilà, donc très peu de discours, de très courts discours, pardon. Et ensuite, il va y avoir bien sûr celui ou celle qui annoncera l'ouverture des premiers Jeux de la Caraïbe. Cet après-midi, nous avons sur place, sur site, avec les dirigeants de la CANOC qui sont déjà en Guadeloupe depuis vendredi, samedi, une visite de mise au point et peut-être voir un peu si on doit s'adapter en fonction de la météo par rapport, parce qu'il faut quand même protéger les athlètes qui, dès le lendemain à 8 h, commencent les compétitions. Est-ce que le Suriname est invité? Oui, le Suriname est invité, le Suriname sera présent, oui. Il n'y aura pas de question de drapeau, de confusion de drapeau? Non, les seules confusions de drapeau, ça sera entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane française qui auront le drapeau tricolore français, bleu, blanc, rouge. Oui. Mais sinon, tout le monde est invité. Le seul pays absent, c'est Montserrat, et le seul pays qui sera présent mais sans compétiteur, c'est Saint-Martin. Saint-Martin. En matière d'athlétisme, quelques noms quand même sont présents. En matière d'athlétisme, il y a là, je dis, alors je n'ai pas les noms, mais j'ai vu des paris, notamment sur le 100 mètres, sous les concours. Bien qu'il y a eu, il semblait qu'il y ait un Cubain qui peut-être est blessé, donc
voilà, j'essaie de voir tous les mails qui s'échangent. Il y a tellement de disciplines, différentes disciplines, mais je pense que là aussi, il va y avoir... C'est une rivalité parce que pour certains pays, c'est le parcours obligé après 2 ans de crise économique, crise sanitaire, crise sociale. Donc nous, en France, on ne se rend pas compte de ça parce que... Mais il y a certains pays qui ont été très affectés par le tourisme et beaucoup de sportifs travaillent dans ce secteur-là, dans ces pays-là. Et pour eux, à 2 ans de Paris 2024 et à 1 an de Salvador 2023, c'est le moment de se positionner, de voir où est-ce que ça en est pour certains pays et préparer des jeunes parce que c'est les moins de 23 ans. Alors, quelle va être la rotation de ces Jeux de la Caraïbe? C'est-à-dire la Guadeloupe, sont ses premiers Jeux et après, comment ça... Alors, en principe, c'est tous les 4 ans. Ça devait être comme les JO. Voilà, c'est en alternance. C'est-à-dire, dans une Olympiade, l'idée, c'était dans une Olympiade, chaque année, il faut proposer à un jeune Caribéen une manifestation sportive internationale. D'accord. Donc, jusqu'à maintenant, ils avaient les Jeux panaméricains, c'est l'année juste avant les JO. L'année précédente, c'est les Jeux d'Amérique centrale et de la Caraïbe. Nous sommes membres déjà. Oui. Nous l'avons fait en 2018. Et ce qui est peut-être prévu, c'est avant les Jeux de la Caraïbe et de l'Amérique centrale, l'année d'avant, les Jeux de la Caraïbe. Oui. Il y a eu 4 éditions qui à chaque fois ont été annulées pour des raisons diverses, ou à 1 mois, Oui, ou à je me souviens. plusieurs mois, entre crise financière, cyclone, épidémie. Et là, il y a eu une sorte de coalition fraternelle des Caribéens, une mobilisation aussi financière de nos partenaires pour dire que quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, il faut absolument maintenant faire ces premiers Jeux de la Caraïbe pour ensuite essayer de rétablir cette rotation, retrouver un calendrier presque normal, nous l'espérons, parce que même les Jeux, beaucoup de gens ont été reportés d'une année sur l'autre au niveau mondial. Donc, d'ici Paris 2024, si tout va bien au niveau de la crise géopolitique ou de la crise sanitaire, je pense que le sport retrouvera un calendrier normal. Donc, ce que vous faites, c'est un appel au public qui soit présent pendant ces Oui, je dis, 4 jours. c'est à nous, Guadeloupéens, de jouer le jeu. Ceux qui n'ont pas compris l'importance de ces jeux, c'est tant pis pour eux. Moi, je sais que si le président de Panam Sport se déplace avec 5 personnes, Oui, alors que nous ne sommes même pas membres de Panam Sport, donc c'est la plus haute autorité qui va des États-Unis jusqu'au Chili, je crois, qui est le plus au sud des pays de notre continent. Donc c'est peut-être un signal pour que nous puissions être membres associés de Panam Sport. Mais en attendant, c'est Panam Sport Channel qui se déplace aussi, qui arrive cet après-midi avec toute son équipe pour faire des captations d'images et offrir des images à nos télévisions locales. Donc je pense qu'ils ont pris l'importance de ce moment sportif pour les Caribéens. Comme je vous l'ai dit, à un certain moment, il faut briser cette malédiction. Et nous, Caribéens, on sait d'où l'on vient et on sait ce qu'on doit faire pour briser les chaînes et aussi briser certaines chaînes qui sont encore dans l'esprit de certains. Dans les têtes, comme on dit. Voilà. Donc, le rendez-vous est pris donc, mercredi à partir de 18h. Mercredi, c'est 19h la cérémonie 19h. d'ouverture. Ouais. Il va y avoir, si tout va bien aussi, une soirée festive, de solidarité, d'ambiance caribéenne musicale le vendredi 1er juillet, toujours au Stade des Abîmes. Oui. Entre les 2 cérémonies, la cérémonie de clôture, c'est dimanche à 20h au Stade des Abîmes. Là encore, ça sera encore plus festif parce que il n'y aura pas de sport le lendemain. Oui. Et sinon, toutes les compétitions sont regroupées, donc il n'y a pas beaucoup de distance. C'est Petit-Bourg pour le netball au Palais des Sports Roi Flessel avec en même temps de l'e-games, sport électronique reconnu aussi en partenariat avec la Canoc. Le judo à Paul Chanchon où ils viennent sous la terre de Teddy Riner. Nous avons reçu des tatamis, donc c'est à nous maintenant de montrer que merci pour les tatamis, mais nous sommes en pays à Teddy Riner, c'est nous qui plus fort. Donc le défi est lancé là aussi. En futsal, c'est Palais des Sports du Gosier. La piscine intercommunale qui aura cette première médaille d'or, c'est dès jeudi. Et le basket 3-3. Ouais. J'ai entendu que la France, je crois, est championne du monde en basket 3-3. C'est un peu surprenant. Ou championne d'Europe, je ne sais plus. Mais c'est à nous de relever le défi du basket 3-3 chez nous, même si Porto Rico et Saint-Domingue et Cuba sont un peu favoris, mais bon. Dernière question. En tant que président, vous êtes satisfait de tout au niveau de l'organisation? Tout est bien verrouillé, bien huilé? Jamais satisfait, jamais verrouillé. Nous avons encore des réunions cet après-midi, ce soir. Tout sera à la minute près avec, comme je vous l'ai dit, malheureusement, des adaptations à voir. Oui, bien sûr, en fonction du temps. Par rapport au vol, par rapport au temps. Et c'est ce qui fait un peu de différence par rapport à ce qui peut se passer en Europe, parce qu'effectivement, le transport aérien, c'est très difficile
dans la C'est Caraïbe. une question qu'il faudra poser, j'imagine, aux autorités. En tout cas, je vous remercie d'être venu. On donne donc rendez-vous aux Guadeloupéens dans 2 jours, à ces Jeux de la Guadeloupe à partir De la Caraïbe. De la Caraïbe, voilà. Je suis vraiment trop Guadeloupéen. Ça, c'est aller à la Guadeloupe pour les Jeux de la Caraïbe. ils ont En rencontré. Guadeloupe pour les Jeux de la Caraïbe. En rouge ou en vert pour supporter la Guadeloupe, mais Oui. beaucoup ont les mêmes couleurs, donc c'est pour ça. Le mieux, c'est de chanter. Merci en tout cas Alain d'être venu. Merci Monsieur Julien d'être venu. On rappelle donc demain ouverture de cette exposition des archives départementales à Basse-Terre, à Gourbet exactement, du 29 au 10 juin. Du 29 juin au 10 novembre, Adolphe Catan, qu'on connaît bien, je suis bastérien, donc j'ai eu la chance de l'apercevoir dans ma jeunesse. Et puis, mercredi, on sera tous au stade. Voilà, 13h03, on prend la première pause, on se retrouve pour nos prochains invités dans un instant. Woody René, Chantal L'Oréal, Samuel Denain, Jean-Luc Divial et Iman Soudan. Tout de suite. Voilà, nous continuons le ZCL News, on va recevoir 2 artistes, une femme bien connue en Guadeloupe, Madame Loyal. Bonjour Madame Loyal. Bonjour. Vous serez en spectacle au Moule cette année. Et à côté de vous, un artiste de Gouka, pas très connu, mais très connu en même temps. Woody René, bonjour. Bonjour Danick, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10 qui nous regardent. Et aux futurs spectateurs du spectacle. Ben justement, le 28 c'est complet. Alors on va les attendre le 29, le 30. Oui. Et le 1er, sait-on Oui. jamais. Alors ils peuvent prendre leur place dès ce soir ou dès demain. Les places qui restent. Je sais pas, je te dis honnêtement. Est-ce que tu invites Madame Loyal? Ouais. Ben, elle est toujours la bienvenue. Hein. Ouais. En général, Et elle va l'artiste, t'inviter aussi. ben, ça dépendra des dates. C'est Donc juste ils font ça. un beau comptage d'invitations. En général, la culture, c'est le seul endroit où il n'y a pas de ségrégation. Je ne dirais pas intellectuelle, naturellement. Bien. Mais la musique, elle parle. On y revient dans un instant. On va un petit tour à Bémao, puis c'était la commune, la ville de Bémao a décidé, et c'est normal, de fêter ses seniors, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est grâce à eux que nous là, et que c'est eux qui transmettent. Et c'était donc avant-hier avec, devant la caméra de Vianney Valverde. Donc on regarde un peu ce reportage. Cette année, nous nous sommes dit, avec cette accalmie que nous avons eue, il était nécessaire de permettre à nos aînés de se retrouver. Parce que voilà 2 ans, depuis la situation Covid, eh bien, nos aînés sont pratiquement confinés. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, comme vous l'entendez, eh bien, c'est que du bonheur. Les gens sont contents. C'est un moment convivial parce que nous étions habitués à pouvoir échanger. Et les 2 ans qui viennent de passer, c'est 2 ans vraiment difficiles parce qu'on a, je ne dis pas qu'on a perdu les repères, mais plein de choses ont changé. Nous sommes comblés de compliments, de bisous. Il faut savoir que depuis près de 3 ans, nous n'avons pas pu faire de manifestation pour nos seniors. Et donc, je vous laisse imaginer un peu la grande émotion. Je dirais tout simplement que je suis un maire heureux. Je suis une femme heureuse parce que mes aînés le sont aujourd'hui. Voir les rires qui sont en train d'éclater. Donc ça, pour moi, c'est une chose merveilleuse. Voilà, la salle était pleine, effectivement, de tous ces gens. Alors, on va parler un petit peu de ces artistes en territoire. D'abord avec la ville du Moule, Madame Loyal, merci d'être avec nous. C'est votre 9e spectacle en Guadeloupe, depuis 27 ans. Vous faites l'allée et venue comme ça. 27 ans qu'on fait le pont entre, on va dire, l'Hexagone et la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et à travers le monde. Oui. Et quand vous êtes à l'extérieur, qu'est-ce que vous faites comme chorégraphie, comme musique? On essaye d'être des ambassadeurs de ce triangulaire, et je parle du transatlantique, de notre démarche artistique et de notre univers qui, on va dire, regroupe un peu l'Afrique, les Antilles, et surtout avec des artistes avec des identités très singulières, et à la fois on est dans un travail très pluriel. C'est-à-dire en allant du Gros-Cas au Belay, aux danses jusque urbaines aussi, les danses sociales. Et une de nos dernières pièces a été autour du quadrille, c'était la friction des danses urbaines des plus jeunes et les danses de nos aînés, cette danse sociale que nous avons ici en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Et là, le prochain projet que nous sommes en train de travailler actuellement, justement avec le projet d'artistes en territoire au Moule,
et autour du carnaval. Et autour de nos pièces de diffusion, puisque Difekako a à peu près une quinzaine de pièces à son actif qui tournent un peu partout. Et là, nous sommes avec une pièce chorégraphique que nous allons donner jeudi, qui s'appelle De Vénus à Myriam au pas de mon champ, qui est autour de la Vénus Hottentote, allant jusqu'à une figure emblématique, Myriam Makeba, qui a été une femme très militante contre l'apartheid, qui a dû fuir son pays. Oui. Et s'exiler aux États-Unis et puis en Europe et dans certains pays d'Afrique d'ailleurs quand elle a quitté l'Afrique du Sud. Donc nous venons avec un projet que nous emmenons au Moule dans le cadre de Festidance avec la ville du Moule. Et en même temps, mercredi soir, on sera vraiment sur la signature d'un projet qui s'appelle Artistes en territoire. Alors qu'est-ce que c'est exactement Artistes en territoire ? C'est une convention. Oui. Qui permet aux artistes et à une ville et à l'État, c'est-à-dire le ministère de la Culture, de mettre des fonds en commun afin d'accueillir un artiste sur son territoire et de pouvoir travailler allant du milieu des plus petits jusqu'aux plus âgés et travailler auprès des publics, que ce soit par l'action culturelle, par la diffusion et par la création. Donc ça permet à un artiste de venir s'installer, de pouvoir créer, mais en même temps de pouvoir partager toute sa démarche artistique et son univers avec toutes les associations, tout le public du territoire et dont le Moule. Mais quels sont les artistes qui auront droit à cette convention, qui pourront bénéficier ? Tous les artistes qui ne font que ça, qui sont intermittents du spectacle. Oui. Nous travaillons avec une quarantaine d'artistes, nous sommes des intermittents du spectacle. Donc tous les artistes peuvent faire une demande. Donc moi je suis assez fière que la ville du Moule ait accepté de signer cette convention et j'espère que d'autres villes accepteront de signer d'autres conventions avec d'autres artistes. Oui. Et parce que ça permet vraiment à des artistes de pouvoir s'asseoir, de pouvoir créer et d'avoir un outil de travail, que ce soit aussi bien financier qu'un outil de travail, on va dire matériel. C'est-à-dire on a des murs pour pouvoir venir répéter, travailler, s'installer. Et aussi également rencontrer le public du milieu scolaire comme le public hors temps scolaire. Chantal Lounial, qu'est-ce qu'on appelle conférence dansée ? Alors, j'aime pas trop ce mot. Pour l'instant, on n'en a pas trouvé le mot le plus adéquat parce que je trouve que ça fait un peu faculté, je trouve, universitaire, la conférence dansée. Alors que mercredi soir, vous allez en fait venir découvrir l'univers de la compagnie Difekako par le biais d'un documentaire. Et après le documentaire, on aura un moment de partage où on va pouvoir montrer au public le fondement de notre démarche, de notre ADN au sein de la compagnie Difekako, à travers la musique et à travers la danse et échanger avec le public. Donc on va donner les fondamentaux de nos mouvements, d'où ils proviennent, si j'ai un mouvement qui vient plutôt de l'Afrique de l'Ouest, ou qui vient plutôt du Gros-Ka, ou qui vient plutôt du Belay. Et on va expliquer cette démarche et comment on tisse et comment on est dans quelque chose d'hybride et comment on met en frottement tous ces mouvements au sein de la compagnie depuis plus de 20 ans, 27 ans. Et vous dansez toujours ? Je danse toujours, un peu moins parce que malheureusement, je suis toujours appelée à être beaucoup plus à l'administration et aux relations publiques, on va dire. Donc c'est un peu plus compliqué pour moi, mais je danse toujours. Vous pouvez venir me découvrir jeudi soir. Ah, c'est jeudi soir ? Jeudi soir, mercredi. Mercredi, c'est le 29, c'est Artistes en territoire. Surtout, venez nombreux. Oui. Ne vous acharnez pas sur la billetterie parce que on a des soucis de Covid, donc la billetterie, ça manque de personnel. Donc venez nombreux, c'est gratuit mercredi soir. Oui. Jeudi, c'est 5 € à 16h. Et le soir, c'est entre 10 et 15 € à 20h. C'est le même spectacle jeudi qui s'appelle De Vénus à Myriam au pas de mon champ, où nous sommes 3 artistes. Marie-Claude Botius, Kidi Bébé qui est camerounaise, Marie-Claude Botius qui est originaire de la Martinique et qui est chanteuse lyrique et qui porte ce projet avec Opéra Paris Outre-mer et moi-même Chantal Loyal. Et vous pourrez venir voir ces 3 femmes sur scène qui mettent les pas dans les pas de la Vénus Hottentote. Sur la Vénus, c'est vous ? Oui, c'est moi la Vénus. Et vous jouez je les ai déjà, donc j'ai pas besoin d'en rajouter. D'accord. Donc du coup, on sera sur un triptyque de femmes
Oui. Donc, qui dit bébé, je vous disais, qui est journaliste, autrice, qui nous rejoint demain et qui fera partie de ce spectacle. Et Marie-Claude Botius, qui est chanteuse lyrique, et moi-même, Chantal Loyal. Donc, n'hésitez pas à venir découvrir cette histoire qui nous concerne tous parce qu'elle concerne les femmes. Elle concerne la violence aussi qui perdure encore aujourd'hui par rapport aux femmes. Donc, on va traverser toute une époque jusqu'à aujourd'hui puisque, comme je vous disais, nous allons mettre nos pas dans les pas de la Vénus Hottentote et de Myriam Makeba. Et des femmes d'aujourd'hui. Dernière chose, et après vous partez en Martinique. Alors, j'arrive de Martinique et je repars en Martinique ensuite. Au Festival de Fort-de-France. Au Festival de Fort-de-France. Mais mercredi soir, c'est là que je vous ai dit qu'il y a la signature d'artistes entiers. Si un jour c'est mercredi, il faut ne pas rater mercredi, c'est ça? C'est deux choses différentes. Donc, il faut venir aux deux si possible. Oui, il faut mercredi et jeudi. Mercredi et jeudi. Alors, si vous pouvez venir qu'un seul, vous venez qu'un seul. Oui. Mais en tout cas, le mercredi, c'est vraiment la signature en présence de Madame Carabin et de Monsieur de Ruder et de son équipe de la DAC, de la Direction des Affaires Culturelles, et de la ville du Moule avec Madame Pernel et Madame Carabin. J'espère que Monsieur Nelson sera là aussi parce que la région nous accompagne sur ce projet et on espère que le département suivra. Monsieur parce que c'est sûr que si toutes les tutelles suivent, c'est beaucoup plus facile pour les artistes de pouvoir travailler sereinement. Alors, je passe d'un artiste à l'autre. Lui, c'est Gouka. Il fait un One Gouka Show. C'est la première fois que je vois ça en Guadeloupe. Explique ça un peu, Woody. Alors, c'est simple. On va voir la vidéo derrière, mais enfin... C'est simple sur scène. Je suis schizophrène, je suis bipolaire, je suis avant tout un grouquiste, un tambouillé. Je connais, par ma situation, ça fait 42 ans que je suis dans le milieu traditionnel grouka. Je connais 42 ans, je connais mes difficultés. C'est 27 ans, vous, c'est 42 ans. Ça fait 42 ans, je suis un pédagogue, je suis un professeur, j'interviens en santé mentale et je connais les difficultés de notre île au niveau, nous, artistique. Je dirais que ce monde est vraiment touché déjà par la pandémie. Alors ce spectacle parlera de tout ça, des attentes, je dirais, des différentes collectivités. Comme je l'ai signalé, à l'inverse de madame, moi je n'ai sollicité aucune collectivité volontairement. C'est un choix. Ce n'est pas qu'ils ne vont pas nous aider, bien au contraire, mais pour montrer, à travers cette pièce, c'est pour la chien qui a guéri modé à chien, c'est nous-mêmes qui allons nous guérir pour subvenir à nos besoins et ne pas attendre systématiquement sur une tutelle pour être bridé, je dirais vulgairement, par la parole ou par autre chose. Mais c'est comme ça, moi j'ai décidé comme ça et j'ai 4 dates. Oui. 4 dates. Alors demain? Demain soir au Royal Riviera à partir de 20h. D'accord. Non, à partir de 19h, la salle est ouverte. Oui. Bon, je vendrai quelques billets pour le mercredi, pour ceux qui sont intéressés, ou le jeudi ou le vendredi. Mais pour mardi, logiquement, je joue à guichet fermé. Alors, les 500 places sont prises. L'autre image, je ne sais pas si Jordan a l'image où tu as avec le drapeau, là, tu n'as pas... Alors, peut-être qu'il est en machine. La machine, la vidéo aussi, la vidéo peut-être du concert, enfin du spectacle. Du spectacle. On va la voir. Alors, pour expliquer mon point. Alors, j'explique bien aux téléspectateurs que je suis seul sur scène et c'est interactif. C'est un One Gouka Show. Et bon, c'est vrai que c'est quelque chose que je maîtrise suffisamment, c'est bien. J'ai un langage quand même parlé et je connais toutes les thématiques que je vais aborder sur le plateau, ce qu'on a vécu pendant 2 ans, mais aussi depuis mai 67 et d'autres choses, où il y a cette ambivalence, l'État et nous, comment jongler, comment rassembler sans se faire dominer, comment rassembler sans quelque part mot-phraser notre musique et rester une musique identitaire qui, ma foi, j'espère sur de nouvelles générations, porteront leurs fruits. Alors, quels sont les morceaux que tu vas jouer pendant ces... Les morceaux de Gouka? Oui. Ben, tu veux que je te donne... Si vous voyez Guadeloupe tomber, songez Ramasséli. Alors, oui, ça, c'est Rudy René. Il y a un autre titre, Limier, où je dis yo craché si yo mi prise yo. Mais si à pâté yo, nous pâté ça, nous liés Josie Jo, au niveau du tambour, c'est-à-dire les maîtres K de l'époque, que j'ai beaucoup fréquenté et que j'ai beaucoup appris avec, surtout la codification. Il y a quelqu'un en particulier que j'aime beaucoup, que j'ai aimé beaucoup, qui n'est plus de ce monde, et j'ai son chapeau, je vais l'amener, je dis son chapeau, un des chapeaux, ça fait 34 ans que je l'ai sur scène, c'est un chapeau, lorsque j'avais joué avec Antoine Sopta, que j'ai conservé, et que je le mettrai sur scène pour une symbolique particulière. Alors je vous invite, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, venez.
Alors, on ne seraient regarde pas la vidéo, dépaysés. hein. Il nous passe la vidéo, parce que j'aime bien cette vidéo qui est particulière. En moi, maman, oh, la Guadeloupe tremblée. En moi, papa, oh, la Guadeloupe tremblée. La Guadeloupe tremblée, la Guadeloupe est qu'elle est tremblée. En moi, maman, oh, la Guadeloupe tremblée. En moi, papa, oh, la Guadeloupe tremblée. Je vous attends le 28, le 29, le 30 juin 2022 à 8h au Royal Riviera et le 1er juillet 2022 à 8h. Mais commencez par un ticket à zone en fois. Les tickets seront en vente aussi au Royal Riviera à partir de 19h. La salle sera ouverte et le spectacle commence à 20h. Kembere. En moi, maman, oh, la Guadeloupe tremblée. En moi, papa, oh, la Guadeloupe. Oui, voilà. Alors, Madame, il y a le studio Beka, il est monsieur, est-ce qu'elles sont maires, est-ce qu'elles sont députées? Je me suis dit, c'est un élu, je sais pas. Alors, Voilà. systématiquement, sans faire de jeu de mots, connaissez-vous le chant que j'interprète, il est de qui? Non, du tout. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi je vous invite, parce qu'il y a cette partie pédagogique, comme ça fait 27 ans que vous êtes dans le monde culturel. Alors, à la salle où vous serez, ce chant est de Robert Loison. Ah, c'est Robert Loison. Robert Loison, c'est la salle Robert J'adore, Loison. j'adore Robert Voyez, Loison, mais je alors, connais pas toute c'est un son classique œuvre. de Robert Loison, Oui, ça. oui, mais je connais pas toute son œuvre. Alors, Moi, sans aimer, c'est chat, catétérat. en pâté savé, chat, un verra en complocité à casa en moins. Chat catété rat catété chat en bas couchant moins. En pâté savé, chat, un verra en complocité à casa en moins. À casa en moins tétine rat, en chercher en chat. On vous attend Royal Riviera. Ouais, j'adore. C'est pour la chien qui a guéri chien. C'est pour la chien qu'a guéri modé à chien. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas une insulte vis-à-vis de nous, parce que nous savons que à travers notre histoire, le chien a une histoire particulière avec nous, afro-descendants. Pas aimé, nous, hein, ces chiens. Hein, Il a pas d'accord. aimé. Non, on a fait les chiens ne pas nous aimer. Mais l'animal en général, quel que soit l'animal, il aime l'être humain. C'est l'être humain qui n'aime pas l'être humain. Alors, ce n'est pas quelque chose péjoratif par rapport à une couleur de peau autre. C'est simple. Lorsque nos anciens nous parlaient, lorsqu'un chien nous avait mordu, c'était soit on prenait la bave du chien ou les poils du chien qu'on passait sur la plaie. Comme ça, il y avait cet effet psychologique et on pensait qu'on était guéri. Alors, c'est juste pour dire que de nos mots, nous allons nous guérir nous-mêmes, le 28, le 29, le 30 et le 1er. C'est vrai, c'est quelque chose de formidable parce que ça ne s'est jamais fait dans le milieu du Roca, c'est quelque chose d'inédit. Comme je redis, depuis 42 ans que j'y suis, à travers toutes mes interventions, étant qu'intermittent du spectacle, j'ai jamais encore vu ça. Et seul sur scène, oui. Je vous dirais sincèrement, Danick, pour remplir une salle, le premier soir de 500 places, oui. je précise quand même, sans faire un truc de Royal Riviera, j'aurais pu jouer autre part, hein, mais après 500 places, on est dans un hall. Oui. Et moi, par rapport à ce que je véhicule, je ne peux pas le faire dans un hall. C'est inconcevable. Absolument. Alors, il y a des places. Pour les autres dates, j'invite le grand public à venir, à découvrir, et on parlera de nos problématiques, mais ce qui gangrène le milieu culturel. Sans faire de jeu de mots, j'envoie une force. J'espère que la porte ne sera pas fermée après. À tous nos artistes qui avaient eu un souci, à Robert Loison, qui était intermittent et qu'on n'a pas pu renouveler les contrats, qui sont restés très longtemps en grève pendant un certain moment. Je ne vais pas citer de nom, parce que j'ai apporté mon concours. Je suis toujours avec eux. Le président de la Fédération pour Goka sera toujours à leur côté. Chantal, il faudra l'inviter un jour à votre spectacle. Moi, en tout cas, si je peux venir vendredi soir, je viendrai volontiers. Bon, voilà. Ça se passe ici en direct dans ZTL. Voilà, il est 13h27. Donc, on a la deuxième pause. On se retrouve pour la dernière partie avec Saniel Demain, Jean-Luc Divial et Iman Soudan. C'est tout de suite après la pause. À tout de suite. Voilà, il est 13h33. On va recevoir successivement Saniel Demain, juge légal de Protec Avocat, Jean-Luc Divial, connecteur de Idamisou comme tous les lundis, et Iman Soudan qui vient nous rejoindre dans un instant. Alors, merci d'être avec nous, Monsieur Demain. Alors, Protec Avocat, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Légal Protec Avocat, c'est un cabinet d'avocats basé en Guadeloupe qui intervient pour une clientèle d'entreprises, de collectivités et d'associations. Donc basé en Guadeloupe, avec une clientèle locale, mais aussi internationale, et qui intervient donc
plus généralement, en fait, pour les entreprises, mais spécifiquement pour les entreprises du numérique et des nouvelles technologies. Vous intervenez dans la cybersécurité? Alors, notamment, pas directement, mais alors nous intervenons dans les mises en conformité de ce que l'on a appelé rapidement le RGPD, donc le Règlement général de la protection des données, qui est devenu applicable depuis 2018 et qui impose pas mal de nouvelles obligations pour les entreprises et les collectivités en général. Est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises respectent ces RGPD? Alors, globalement, je parle globalement. Oui, c'est une prise de conscience qui a été lente, en fait, parce que déjà, de un, c'est récent, 2018, donc le temps que, un, les entreprises comprennent, que deux, qu'elles appliquent ces obligations, ça met un peu de temps, mais globalement, nous sommes sollicités aujourd'hui pour les mises en conformité, donc ça veut dire qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Elle n'est pas encore générale, on ne peut pas dire que tout le monde respecte le RGPD aujourd'hui, mais la prise de conscience se fait. Alors, tant du côté des entreprises que des collectivités. Alors, vous posez la question à l'envers pour les gens qui ne savent pas, le RGPD, qu'est-ce que c'est, mais surtout, qu'est-ce que ça recouvre, qu'est-ce qu'on doit ne pas faire ou faire en vertu de cette loi de 2018 et des règles qui sont édictées. Globalement, en fait, donc, le RGPD, donc le Règlement général sur la protection des données, c'est un règlement qui vient protéger les citoyens. Donc aujourd'hui, sans s'en rendre compte, on donne beaucoup d'informations personnelles à beaucoup d'entreprises. Et aux banques, à la Sécu, à la CAF, exactement, etc. Mais pour ceux que l'on connaît le plus ou que l'on oublie, Facebook, Google, aussi. Les entreprises en général. Ou bien ou Netflix. Aussi. Ouais. Et il se trouve que l'accès à ces données, justement, n'était pas réglementé. Et pour protéger les citoyens, justement, de l'utilisation de ces données, parce que ça peut être des données sensibles, alors quand ça touche à la date de naissance, au statut marital ou pire, ou même plus à l'adresse, sensible, ou même à l'adresse physique. À l'adresse, voilà, ce sont les données personnelles de manière générale sont des données sensibles. Donc, une réglementation est entrée en application en 2018, justement, pour protéger le citoyen dans l'usage qui est fait de ces données qu'il donne, en fait, souvent gratuitement, à des entreprises pour qu'elles n'en fassent pas n'importe quoi. Oui. Et donc, pour protéger les citoyens, donc, un paquet d'obligations viennent les obliger, donc, un, de demander l'autorisation d'utiliser ces données, et de deux, de renseigner, de documenter tout ce qu'elles font avec ces données personnelles de personnes physiques. Alors ça signifie quoi concrètement que la personne qui nous regarde en ce moment, qui est en train de remplir une fiche complète avec nom, prénom, date, etc., pour son banquier, devrait dire à son banquier, ou pas ne doit aller plus loin avec ça qui se vieillit? Alors, pas exactement, mais ça veut dire que justement, dès que l'on donne ce type d'informations, donc des données personnelles, c'est-à-dire des données qui permettent de nous identifier directement ou indirectement, ou qui donnent des informations qui nous concernent, confidentielles, qui peuvent être confidentielles ou qui peuvent être plus générales. Par exemple, le nom et le prénom, ce sont des données personnelles, elles sont publiques, mais ça ne veut pas dire qu'on donne le droit à s'en servir librement comme ça. Dès que l'on donne ce type d'informations, dès que l'on partage ce type d'informations, en tant que personne individuelle, on est en droit de demander à la personne à qui on a donné cette information, qu'est-ce qu'elle va faire avec cette information, et en deux, comment elle va utiliser cette information, et surtout, trois, comment elle va sécuriser cette information qu'elle a récupérée et qu'on lui a donnée librement. Et à quel moment vous intervenez? Alors nous, comme nous intervenons pour une clientèle d'entreprise, donc nous intervenons du côté en fait de la personne qui reçoit les données personnelles, c'est-à-dire donc on fait ce que l'on appelle de la mise en conformité, c'est-à-dire que le RGPD est venu poser un paquet de nouvelles obligations. Donc les entreprises ont l'obligation aujourd'hui de respecter l'ensemble de ces obligations. Donc nous venons faire un audit déjà de savoir dans leur fonctionnement actuel et présent est-ce qu'elles respectent ces obligations, et ensuite dans le cas où elle ne respecte pas toutes ces obligations, qu'est-ce qu'elle devrait faire pour respecter ces obligations? Parmi les obligations, par exemple, c'est avoir un traitement sécurisé. Donc, c'est simplement, par exemple, si on récupère des noms, prénoms, adresses, date de naissance, que ça ne traîne pas sur une feuille librement sur un bureau ouvert aux 4 vents. Ou si ce sont des données informatiques, que le serveur sur lequel ces données sont stockées, qu'il soit sécurisé, que n'importe qui n'y ait pas accès. Donc voilà, en fait, on vient auditer ce fonctionnement et ensuite faire de la mise en conformité. Mais vous venez auditer sur demande ou bien ce sont des actions qui sont faites Alors, bien sûr, c'est sur demande parce que c'est un audit, c'est de la mise en conformité. Donc, j'ai envie de dire, c'est laissé à l'appréciation de l'entreprise. Mais si l'entreprise fait appel à nous, c'est parce qu'elle sait justement qu'elle a des obligations de respect. Oui. Voilà. En particulier dans certains secteurs où c'est encore plus sensible et plus contrôlé, par exemple le domaine de la santé. Oui. Et l'autre question, c'est
quand ces données sont exploitées illicitement, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des sanctions qui sont prévues et ce n'est pas des petites sanctions. Donc, par exemple, pour le gérant, ça peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Dans le cas où on n'a pas mis en œuvre toutes les obligations qui sont posées, donc, tant par le RGPD que par d'autres réglementations nationales. Mais ça peut aller plus loin. Donc, par la réglementation européenne, il est prévu par exemple une sanction qui peut se chiffrer donc à un pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise réalisé sur le territoire. Alors, est-ce qu'il ne faut pas quand même donner des conseils basiques à nos téléspectateurs, c'est-à-dire ne pas transférer ce genre de données sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux, par exemple? Alors oui, effectivement, il y a, on va dire, quelques règlements de bonne conduite quand il s'agit de données personnelles en tant que personne individuelle, mais nous, comme on intervient de l'autre côté, du côté des entreprises, nous, ce que l'on donne comme recommandation, donc c'est déjà de vérifier qu'elles ont toute la documentation de base pour respecter le RGPD. Par exemple, quand il s'agit d'un site Internet, c'est vérifier que l'on a ce que l'on appelle une politique de confidentialité, de vérifier que l'on a ce qu'on appelle une politique de gestion des cookies, qui sont des documents obligatoires et dont le respect est imposé par la réglementation nationale et européenne. Toujours du côté de l'entreprise, donc c'est les inviter déjà à s'interroger déjà sur leurs pratiques et à savoir si ces pratiques justement sont conformes et comment évaluer ça. C'est faire appel à un cabinet justement qui est le seul aujourd'hui certifié en matière de RGPD, Legal Protect Avocat. Une dernière question. Est-ce que vous êtes beaucoup sollicité en ce moment par les entreprises pour des audits? De plus en plus, surtout dans certains secteurs où justement les règlements de certification qualité tels que ISO ou autres leur imposent justement un contrôle justement sur le recueil de ces données. Donc par exemple les établissements de santé, les collectivités aussi, publiques, puisque la réglementation nationale leur impose d'être en conformité avec la réglementation sur les données personnelles. Donc de plus en plus, c'est pour ça que je disais, c'est une prise de conscience qui est lente, mais comme il y a des réglementations annexes qui leur imposent ça, notamment les certifications qualité, on fait de plus en plus appel à nous justement. Merci, M. Donnet, et j'espère que les entrepreneurs qui vous écoutent, qui n'ont pas encore été audités, vont profiter de prendre contact avec Legal Protect Avocat. On quitte ce domaine-là, on va prendre un domaine plus particulier, plus proche de nous aujourd'hui. Et Damiso, le générique, c'est parti. Beauté et Danick. Alors, un petit récapitulatif. Notre émission, notre rubrique Edamiso, qui veut dire ouvrir les yeux, a été mise en cause parce qu'on l'accuse de projeter notre jeunesse vers des idées de l'extérieur et de la détourner des vrais enjeux. Bon, alors nous avons déjà répété, et dans un premier volet, nous avons exposé en quoi la recherche et le travail qui est fait sur les langues et sur l'origine de notre langue, sur les langues africaines anciennes et modernes, nous aide à mieux comprendre le présent et à mieux saisir les enjeux, et que tout pays sérieux, justement, se soucie de ces questions, l'origine de langue, parce qu'avec, on fait des projections. Lundi dernier, nous avions eu, rappelez-vous, l'interview de Jean-Claude Mboli qui nous a expliqué qu'avec son travail qu'il avait fait, il était remonté jusqu'à l'origine du langage. Et de l'origine du langage, il a pu tracer des trajectoires et comprendre vraiment des phénomènes qui se passent au niveau de l'humanité, mais dont nous n'avons pas vraiment conscience. Rappelez-vous, il avait parlé d'empires thalassocratiques et d'empires continentaux. Il avait montré la différence, il avait montré que les empires thalassocratiques s'effondraient et les autres étaient dans leur renaissance. Là, nous allons voir une question, parce qu'on parle des idées. Donc, il y a une idée qui traverse la Guadeloupe actuellement, et nous allons en débattre, montrer que les langues aussi servent à trancher ce genre de questions. On y va? C'est parti. Donc, entre la voie des idées et la voie de la connaissance, que choisir? Parce que, en fait, tout doit être fondé. Si on avance des termes, eh bien, c'est bien beau de d'avancer des idées ou bien de faire des reproches à tel ou tel parce qu'on n'est pas en accord, parce qu'on n'a souvent pas saisi les enjeux qui sont cachés. C'est bien beau de faire des reproches, mais en réalité,
il faut faire attention à ne pas être soi-même vecteur d'idées qui égarent notre population. Et donc, sur cette question-là, bon, on va attendre que ça avance légèrement, puisque j'avais prévu mon état. On peut se poser la question, mais est-ce que les Guadeloupéens sont des Kalinas? Parce que beaucoup, aujourd'hui, on voit apparaître ce courant qui dit que nous ne sommes pas seulement des Africains, nous sommes des Kalinas aussi et tout. Bon, il faut quand même trancher cette question. Et donc, c'est l'étude que je vous propose de faire aujourd'hui. Parce qu'il faut distinguer deux choses. Il y a bien évidemment des personnes qui sont d'origine Kalina. On va définir d'abord en disant que les Kalina ou Kalinago, ces termes désignent le dernier peuple amérindien qui habitait la Guadeloupe à l'arrivée des Européens, donc Christophe Colomb. C'est la fin du XVe siècle, 1493, et on sait aussi que la majeure partie d'entre eux a été décimée par les Européens quand ils se sont emparés de l'île. Certains se sont réfugiés à l'île de la Dominique, dans un lieu qu'on appelle Laouté aujourd'hui. En fait, j'utilise le terme à dessein puisqu'on peut retracer son origine. Mais il faut distinguer l'origine familiale. Beaucoup de Guadeloupéens, enfin quand je dis, il y en a quelques-uns, qui sont d'origine Kalina, attestés. On retrouve soit le nom de famille, soit certains, comme j'en ai connu, ont eu une arrière-grand-mère qui avait conservé la langue et qui avait pu leur transmettre des éléments. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que les Guadeloupéens sont aussi autant d'origine africaine que d'origine Kalina? Là, il faut faire le distinguo et c'est là où il faut éclairer la chose. Parce qu'en fait, l'identité Kalina qui est revendiquée aujourd'hui, c'est l'objet d'une idéologie fondée sur le rejet. Parce que c'est une façon, enfin, beaucoup de personnes ont encore du mal avec leur ancestralité africaine et ceci sert de paravent. Et la question, c'est de savoir si l'identité Kalina peut pallier à ce déni de notre identité africaine. Mais vous verrez qu'on ne peut pas se refaire, en fait. Ce qu'on est, on est ce qu'on est. Bon, personnellement, j'en connais des Guadeloupéens d'origine Kalina. Mais vous voyez que cette idéologie-là aussi repose sur une légende. On a toujours besoin d'un ancêtre primordial. Vous voyez, on y revient toujours. Et on nous parle d'un chef qui s'appelait Yans, et qui aurait vécu 120 ans, qui aurait mené de grandes batailles contre les Européens. Mais les nouveaux des défenseurs de cette identité nouvelle Kalina nous parlent de Soussou, de Tontine, de Kalibuka, de coup de main, de Toi Toupatou. Ce sont les valeurs qu'ils mettent en avant. Or, ces valeurs, ce sont des valeurs africaines, en fait. Parce que le Soussou, ça, c'est le mode, c'est les femmes qui ont inventé ça en Afrique. Ça repose sur la graine, c'est le nom de la graine et c'est un partage équitable. Sou, c'est le nom de la graine parce qu'avant qu'on ait l'argent, la monnaie, eh bien, on échange des biens fabriqués, produits par la terre. Le coup de main, c'est l'alliance éthiopienne. Sans ça, il n'y a pas de pyramide, il n'y a pas de sphinx, il n'y a pas de temple. Et ensuite, le Toi Toupatou, c'est du Kikongo. La langue nous dit qu'il y a un phénomène appelé sémantaxe qui se rapporte à la façon dont les locuteurs d'une langue analysent leur réalité et la transforment en mots, en phrases. Tout peuple a sa sémantaxe qui lui est propre. Donc ça veut dire que si nous étions d'origine Kalina, ça devrait être un réflexe naturel de projeter ce monde-là. Et c'est la sémantaxe qui détermine si un groupe de langues est apparenté ou non. J'aurais par extension envie de dire si deux peuples sont apparentés ou non. Et parce qu'en fait, c'est dis-moi comment tu penses le monde et je te dirai qui tu es. Et en fait, on voit que nous n'avons pas une projection du monde qui est une projection Kalina. Parce que si nous sommes des Kalina, eh bien, il faudrait qu'on manifeste cette culture partout, cette vision du monde partout. On ne sait même pas comment on appelle Paul-Louis en Kalina. On devrait avoir autour de soi, dans les éléments qu'on utilise tous les jours, les objets, les noms des rues, on devrait avoir ces références au Kalina. Et ça ne se fait pas. Et on se peut se demander aussi pourquoi dans la langue, eh bien, il y a si peu de mots Kalina. Où sont les éléments culturels Kalinago sur notre drapeau? Ça devrait être un réflexe. On ne devrait même pas avoir à discuter dessus. Parce que vous voyez, quand c'est une vision du monde, eh bien, tous ces éléments, eh bien, on devrait les partager au quotidien. Et ce n'est pas le cas. Vous voyez? Donc, on ne peut pas se mentir à soi-même.
nous avons des éléments pour étayer encore cela. Et on voit que l'histoire de Yance est instrumentalisée. Pourquoi? Parce que, en fait, tout ce qu'on sait de Yance est consigné dans ce livre de M. Lacour, voyez, qui parle d'une période, le premier tome, de 1635 à plus. Et en fait, dans ce livre, il y a 3 lieux où on parle de Yance. Page 47, 2 fois, page 48, 1 fois. Et à aucun moment on dit que c'était un grand chef, à aucun moment on dit qu'il avait 120 ans, on ne parle pas de ses exploits de guerre contre les Européens, rien de tout cela. Le dernier passage parle de comment il a été assassiné. Je remercie Katarina Jacobson qui m'a communiqué les éléments, je profite pour la remercier. Mais il n'y a que 3 mentions. Et ensuite on a d'autres preuves, vous voyez. Les études scientifiques sur le groupage sanguin des Guadeloupéens démontrent que la population est à 80%, si ce n'est plus, d'origine africaine. Donc, vous voyez que le phénomène d'appartenance au Kalina est marginal. Et puis, il y a le recensement de 1730. Et vous voyez que les Kalina libres, à cette époque, sont au nombre de 76. À côté, vous avez plus de 68% de la population qui est d'origine africaine. Voyez? Donc le surnombre est du côté africain, il n'est pas du côté Kalina. Donc c'est pourquoi ils n'ont pas eu la possibilité de laisser des éléments. Voyez, 76, ça fait 0,21%. À côté de cela, vous avez 23 141 Africains, personnes d'origine africaine. Vous avez à peu près 20% d'Européens, de tout type. Vous avez, pour les mulâtres et métis, 1104 personnes, donc ça fait 3,1%. Et puis il y a une catégorie un peu hybride, où on a mis un peu tout ce qui les invalide parmi les mulâtres, les Africains, les Kalina, et ça fait à peu près 3742 personnes, 10,54%. Donc vous voyez que nous ne sommes pas majoritairement Kalina. Les Guadeloupéens d'origine Kalina sont en nombre très réduit en Guadeloupe, ceux qui peuvent revendiquer une origine Kalina. Et il y en a. La dénomination Kalina aujourd'hui, eh bien, ça relève du monde des idées. Justement, ces idées, justement, qu'on nous reproche de pervertir la jeunesse, de les perdre, eh bien, justement, on est en train de, pour amener un contre-argument, de nous désorienter sur une autre chose. Et puis l'étude comparée des langues répond. Nous ne sommes pas majoritairement africains. Parce que vous savez, être africain, c'est une question de sémantaxe, de vision du monde. Avant d'être une question de couleur de peau ou de texture de cheveux ou de naissance sur un continent appelé Afrique, c'est d'abord comment vous vous projetez dans le monde. Parce que ça, c'est un caractère qui est aussi indélébile que l'ADN. Toute notre vie, on va toujours avoir une vision du monde africaine. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va devenir? Eh bien, les langues peuvent y répondre. Et ça, c'est l'épisode que je vous propose de découvrir la semaine prochaine. On va parler de ce que nos langues nous permettent de savoir du devenir de la Guadeloupe. OK, c'est noté. Voilà, 13h52. Tout de suite, notre dernière chronique aujourd'hui, InPower. Bonjour, Iman. Bonjour Danick, bonjour à tous. Tu n'es pas Kalina, Iman, non? Non, enfin, pas que c'est possible, hein, je ne sais pas. Non, tu n'as pas des yeux bridés, non? Si, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Ouais. Voilà, alors, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler de se détacher du jugement des autres, en fait, de la vie des autres, parce que souvent, ça pourrit la vie pour rien, en fait. C'est parti. Yes, we can. No, woman can. Woman can, yes, of course. Alors, aujourd'hui, on parle du jugement des autres. Pourquoi? Sur les premiers épisodes qu'on a vus dans la chronique, on a parlé de consentement, donc de dire des vrais oui, des vrais non. Et souvent, quand on s'impose un peu, on s'affirme un peu,
les autres ne sont pas forcément réceptifs à ce comportement. Et on est soumis à des jugements parce que justement, on affirme ses valeurs, on affirme qui on est, et ça ne fait pas forcément plaisir à tout le monde. Voilà. Donc, on va parler de ça aujourd'hui et se dire qu'en fait, c'est vrai que dépasser ce jugement et ce regard des autres peut être vu comme une mission un peu impossible parce qu'en vrai, si on se base sur la pyramide de Maslow, en fait, qui est la pyramide des besoins, l'accomplissement de soi passe par aussi la reconnaissance de ses pairs et le sentiment d'appartenir à une communauté. Donc, c'est un peu délicat de faire comme si les autres n'ont pas d'importance. En vrai, ils sont là, on fait partie d'un écosystème. C'est-à-dire qu'on vit pour les autres. Hein? On vit pour les autres? Ah non. On vit pour soi d'abord et on vit avec les autres. Avec les autres. C'est pas la même chose. Avec le regard de l'autre, quand même. Oui, avec le sien déjà aussi, parce que souvent, si on juge, ça veut dire... Si on pense qu'on est jugé, ce qui n'est pas la même chose, parce que souvent, c'est pas frontalement qu'on vient te dire des choses, mais tu imagines qu'on te dit, qu'on pense ce genre de choses sur toi, ça veut dire que quelque part, tu commences déjà par te juger toi. Oui. Et avoir une perception du monde, on parlait tout à l'heure, qui peut être erronée du coup parce qu'on réagit par rapport à des filtres, éducation, croyances, injonction parentale, société qui te dit voilà, il faut être d'une certaine façon. Et du coup, ça te construit un peu un filtre de pensée. Et peut-être que du coup, ce filtre-là mérite d'être modifié pour pouvoir accepter peut-être des remarques qui peuvent être positives, je ne dis pas qu'elles sont, mais peut-être qu'il y a une intention positive derrière qui fait que ce n'est pas un jugement forcément négatif qui peut être positif aussi. Voilà. Donc ça, déjà, c'est se dire qu'il y a des conséquences positives et négatives à un jugement. Alors quand c'est négatif, c'est pas forcément très cool, parce que du coup, ça veut dire que... peut-être que je vais tout le temps attendre la validation de quelqu'un pour faire des choses et tenter à tout prix d'être comme la personne veut que je sois et du coup complètement nier qui je suis moi et laisser l'autre passer avant. Donc déjà, c'est un frein complet à son épanouissement personnel parce que du coup, qui je suis dans tout ça, quelle est ma personnalité, quelles sont mes valeurs, ça fait que peut-être c'est complètement nié. Donc, et ça peut générer aussi de l'anxiété parce que j'ai un moustique qui passe devant moi. Ça peut générer de l'anxiété et dans les formes graves, on parle de blémophobie qui est justement, la blémophobie, c'est la peur de ce que les gens pensent. Ah. Oui. Et en fait, ça touche beaucoup plus les femmes que les hommes. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Alors, je pense qu'on a un côté vulnérable quelque part qui fait mais c'est parce que les femmes ont souvent le besoin de plaire aussi. C'est humain, mais je pense que c'est vrai que les femmes ont un côté, ce besoin de reconnaissance est peut-être plus affirmé. Séduction, de peur. Alors, séduction et reconnaissance, c'est pas la même chose. Hein. Oui. On en reparle. D'accord. Donc, c'est vrai que la blémophobie, c'est la peur du regard des autres. Ça veut dire que ça peut vraiment paralyser quelqu'un. C'est avoir des crises d'angoisse et pas pouvoir prendre la parole en public, pas pouvoir affirmer son avis dans le travail, etc. Donc, ça peut être aussi vraiment très négatif pour les gens. Et on peut dire qu'il y a deux types de jugements. Donc, déjà, un jugement qui peut être des jugements de valeur par rapport à ses valeurs propres. Donc, par exemple, ma valeur familiale est très importante et on vient toucher cette valeur-là. Du coup, ça va réveiller quelque chose en moi qui n'est pas forcément agréable. Ou alors un jugement qui peut être moralisateur, qui sont par contre un peu plus culpabilisants parce que du coup, ça m'attaque moi en tant que personne et en fait, ça va jouer sur le filtre dont je parlais et en fait de se dire que peut-être que la personne juge selon le sien de filtre et ça ne veut pas dire qu'elle parle de nous, mais d'elle-même en fait et de ses croyances et de ses limitations à elle. Donc par exemple on peut dire ouais, elle est trop grosse ou elle est mal habillée ou elle a des... Enfin voilà, c'est des jugements qui sont
peut-être qui peuvent être blessants, mais en fait, ça ne parle pas forcément de la personne qui reçoit le jugement, mais plus de la personne qui donne. Projette, en fait. Voilà, c'est une projection, exactement. Donc, comment faire pour se détacher de ça? C'est d'abord reconnaître que nous aussi, on juge continuellement et que peut-être évaluer dans une semaine, sur une échelle de 1 à 10, à combien j'ai jugé les gens. Voilà, ça peut être juste de l'observation, de se dire, ok, ben en fait, je juge aussi et c'est quelque chose qui est humain. Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne aussi, quoi. C'est ça, déjà, dans un premier temps, être tolérant avec soi. Peut-être que si je me libère de mes propres jugements, ben, ça va libérer les autres aussi. Première astuce. Deuxième astuce, c'est peut-être de accepter déjà les jugements, voir du coup quelle est l'intention positive derrière le jugement qu'on m'a formulé. Si ça vient toucher quoi comme valeur personnelle, ça veut dire que peut-être que ça vient réveiller une blessure émotionnelle et ben, ça mérite peut-être d'être guéri ou accompagné. Ou... Enfin voilà, ça met en lumière en tout cas une fragilité, une faille ou qui peut être déjà de se dire que ok, bah, j'ai cette faille-là et l'accepter, de dire ok, d'accord, ben je prends note et je vais travailler sur ça, peut-être nourrir un peu plus d'amour pour soi. Et juste en troisième clé, ce sera juste de faire, d'oser quand même de nouvelles choses, même si on est critiqué parce qu'on le sera de toute façon toujours. Ça ne veut pas dire que je dois freiner mes élans ou mes inspirations ou lancer une entreprise ou je ne sais pas, partir en voyage seul ou voilà. De toute façon, je serai critiquée. Donc, penser à soi en priorité, c'est vraiment une clé super importante, je trouve, à cultiver. Voilà. C'est dit. J'espère que ce sera appliqué. Oui. Pour les femmes, en pour général. Les femmes, ouais. C'est vrai que c'est difficile de partir seule, de dire que, ok, je pars pendant 2 semaines, je laisse les enfants, le mari. Oui. Ok. Ça se fait? Ça peut. D'accord. Ça avait les vacances. Voilà, il est pratiquement 14 heures. Je rappelle qu'en début de journal, on a reçu Alain Sourès, le président du COSCOA, pour annoncer les Jeux de la Caraïbe. J'ai dit que c'était les Jeux de la Guadeloupe, c'est les Jeux de la Caraïbe. À partir de mercredi, il y aura de belles manifestations en netball, en futsal, en athlétisme, bien sûr en natation. On attend une première médaille d'or. C'est du 29 août 3. Ensuite, nous avons reçu Benoît Julien. Benoît Julien, c'est le directeur des archives nationales, non, départementales en Guadeloupe, puis pas nationales. Et pour annoncer une manifestation qui aura lieu demain, l'exposition des archives de Adolphe Catan, un regard guadeloupéen sur pratiquement un demi-siècle de la Guadeloupe. Ça a été un très très grand photographe bastérien et il a laissé 20 000 photos. Et là, demain, on aura à peu près une centaine de ces images. Et c'est du 29 juin au 10 novembre. Ensuite, Woody René est venu pour la dernière fois nous dire que c'est pour la chien qu'a guéri Modé à chien. C'est son spectacle, son One Woka Show qu'il fait pendant 4 jours, le 29, 30, 1er au Royal Riviera. Et donc, c'est à partir de demain. Demain, on fera gagner 2 ou 3 invitations. Samuel Donnet, juriste de Legal Protect Avocat, nous a parlé du RGPD et des audits qui sont faits dans les entreprises et de la façon de protéger vos données personnelles. C'est très important en ce moment, justement, parce qu'il y a beaucoup de piratage, beaucoup de hacking. Jean-Luc Divelle, avec qui on a continué à faire un petit peu le tour d'une question qui est très sensible aujourd'hui. Sommes-nous tous d'origine canadienne, comme certains le prétendent, ou est-ce une façon de cacher l'origine négro-africaine? Question qui reste posée. Puis avec Iman, on a parlé un petit peu du regard de l'autre sur soi. Voilà. Dans l'actualité, on a parlé bien sûr de cet accident qui a eu lieu hier à Margalante et le décès de Francis, ce participant à la course MJ Race qui était en direct sur Maria, sur hier Eric Francis, qui est un Américain qui avait l'habitude de venir en Guadeloupe et qui a laissé sa vie hier dans la compétition, une compétition endeuillée. On a fait un petit tour du côté du plan de Lamentin et puis nous sommes allés à la fête des seniors de Bémao. Et donc, à Bémao,
le maire a voulu rendre hommage au seigneur de sa ville, puisque depuis 2 ans, il n'y avait eu aucune manifestation en l'honneur des personnes âgées. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. 14h02, Jordan était à la réalisation. Parole à pays la là, qu'à descendre dans la mer, toute rivière, qu'à descendre dans la mer, ce qui doit arriver, arrivera, même s'il y a un regard de l'autre sur soi. Ah, j'ajoute. Voilà, demain à la même heure, 12h30 jusqu'à 14h, ensemble, vers les autres. Il finit. Merci. Au revoir. Bye bye. Donc quand tu regardes dans le film, c'est... Hein? Non, brasseur, moi, tu quand même... Je ne vais pas aller au Nilembe. Depuis tout petit, on va ta maman au Nilembe, on s'en va. Non, présenter l'homme et à la reprise. INS always move to the left, move to the right. And it's some music, it's music, but it's keeping...